Oui. Ah non, l'APS, on s'est battu, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour qu'elle quitte le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial pour devenir une société nationale pour bénéficier du financement de l'État. Et bien entendu, la RTS est une société nationale donc financée par le budget du Sénégal. Alors donc Mamadou Ndiaye, vous êtes patron du Busby Le Jour, qui paraît tous les jours. Vous êtes donc responsable immédiat. Vous avez vu ces inspecteurs des impôts. J'imagine que vos comptes ne sont pas. J'ose espérer peut-être que vos comptes ne sont pas bloqués. Vous, ça va? Dire ça va que c'est peut-être un peu d'euphémisme, quoi. Mais vous m'avez demandé si je les ai vus passer chez nous. Oui. Oui, ils sont passés, mais comme des ombres chinoises. Ça veut dire quoi? Ils sont passés, ils ont déposé le document et ils sont partis. Mais moi, ça m'amène à me poser une question très simple. Existe-t-il au sein de cette fameuse direction justement des impôts et domaines des spécialistes des médias? Existe-t-il des économistes qui se sont beaucoup penchés justement sur l'économie des médias? Pourquoi je me pose ces deux questions? Non pas que je doute peut-être de l'existence de ces spécialistes à l'intérieur justement de ces entités, mais c'est simplement pour peut-être arriver à une perception claire de la façon dont ils appréhendent les médias. Parce que souvent, on prend les médias comme étant comme toutes les autres entreprises. Comme toutes les autres entreprises. Oui. Or, parce que la presse ou les médias revendiquent justement leur spécificité, tout ce qui touche justement à cet environnement devrait donc revêtir un peu cette même spécificité-là, y compris la fiscalité. Mais que tout le monde se réveille, et je salue donc le président Khan, se réveille et découvre en vérité que sur leur table sont déposés justement des redressements fiscaux ou peut-être des exigences de paiement. Mais à mon sens, il a manqué un peu de tact à ces inspecteurs des impôts ou à la direction des impôts pour aborder cette question qui est très délicate et surtout dans un contexte où peut-être il y a un changement de majorité qui risque d'être peut-être perçu comme simplement une injonction de ce pouvoir à l'égard de ces administrations fiscales pour peut-être parler aux médias. Et quand Mamadou dit qu'il y a risque justement d'atteinte des libertés et même peut-être de fermeture éventuelle de certaines entreprises de presse, il ne le dit pas simplement comme ça pour peut-être pour le dire. Non, mais en vérité c'est une menace qui pèse sur le segment. Donc, à mon sens, la matière sur laquelle nous agissons, vous et moi, à Limou, la matière qui est une matière très fluctuante, qui est une matière peut-être à la limite même qui relève de l'immatériel, qui se dématérialise même, et qui est aujourd'hui une c'est pas un produit comme les autres. C'est pas un produit comme les autres, mais quand même, ça n'est un. C'est un produit, quoi qu'on dise. Et ici, ce n'est pas un produit fuyant, ni un produit peut-être qui meurt parce qu'il y en a un autre qui le remplace. Non. Ici, c'est la base de construction justement de l'information, c'est l'accumulation de faits. Or, quand on accumule ces faits, on en fait un produit qui lui-même, qui prend de l'épaisseur, qui prend de la substance, qui prend du contenu. Et tous les confrères journalistes devraient s'apercevoir de cela pour qu'en face justement des inspecteurs des impôts, on puisse leur dire quand même que l'information doit être caractérisée et quand on la caractérise une fois pour toutes, la fiscalité qui devrait s'appliquer donc aussi au statut de l'information devrait s'adapter donc à la qualité de cette information-là. Ce qui n'est pas donné. Mais moi, j'attends de voir au sein de l'inspection des impôts et domaines ces messieurs et de voir comment eux, ils calculent les quotités, comment ils calculent justement le taux d'imposition. Et puis ensuite, Alimou, abordons un aspect qui est extrêmement important aussi. Tout le monde parle justement de la hausse des impôts, mais jamais on ne parle de la baisse des impôts. Or, dans les grands pays libéraux, on parle de plus en plus justement de la baisse des impôts parce qu'il y a un allergissement de l'assiette fiscale. Ça permet donc à plus de Sénégalais ou à plus d'Africains... Ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est pas le cas ici. Oui. Ici, soit on maintient peut-être le taux à un certain niveau et jamais il ne fluctue. C'est les mêmes qui payent. C'est les mêmes qui payent. Ensuite, c'est un seul et même bloc. Ou alors, peut-être on se contente de faire le dos rond par rapport à ces aspects-là. Alors que dans les autres pays, à chaque fois peut-être que l'économie bouge et que la croissance augmente, il y a une baisse des impôts simplement parce qu'il y en a d'autres également qui entrent comme de nouveaux contribuables et qui permettent aux anciens de souffler un peu parce qu'effectivement il y a un élargissement de l'assiette fiscale. Ce qui n'est pas le cas ici. Or, c'est une paresse peut-être de la part de nos inspecteurs des impôts. Je le dis en le chahutant parce que j'ai beaucoup d'amis parmi eux.
Alors donc, Mamadou Brakan, tout à l'heure, Mamadou Ndiaye a évoqué la spécificité de l'entreprise de presse. Pourquoi, depuis peut-être toutes ces années, vous n'avez pas réussi à documenter, à expliquer peut-être à l'État de manière générale que le produit que vous proposiez au Sénégal n'était pas forcément un produit comme les autres? Oui. En fait, je dis souvent dans mes interventions... Il fallait avoir une certaine compréhension de l'information pour pouvoir l'accepter. C'est ça le grand problème au Sénégal. Ça ne date pas du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça a été le cas sous le président Macky Sall. Ça a été le cas sous le président Abdoulaye Wade. Ça a été le cas sous le président Abdou Diouf et le président Léopold Sédar Senghor. Nos gouvernants n'ont pas une vision stratégique de la communication et de l'information. D'ailleurs, tous ces régimes-là, tous ces présidents-là qui se sont succédés à la tête de l'État n'ont jamais élaboré une stratégie nationale de communication et d'information. Nous sommes un pays pauvre, nous avons une population de 18 millions d'habitants, nous avons une jeunesse qui constitue de moins de 25 ans. Plus de 70%. Oui, 75% disent les démographes. Nous avons un taux d'analphabétisme de 54%. Nous avons de temps en temps des pandémies comme Ebola, comme le Covid-19, comme le choléra, le paludisme qui tue, la maladie qui tue le plus. Les maladies des pays sous-développés. Exactement. Ok. Donc, par rapport à toute cette situation-là, on fait ce constat. On dit, pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on ait une stratégie pour que le Sénégalais ait conscience de l'environnement dans lequel il est, pour qu'il puisse régler ses problèmes. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, même par rapport au nouveau régime, aux nouvelles autorités, il y a même une cacophonie entre les différents ministères. C'est parce qu'il n'existe pas une stratégie nationale de communication et d'information. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui se passe, c'est que l'information est l'arme de destruction massive. Et cette arme de destruction massive, nous en sommes la cible principale de la part des puissances occidentales et même des puissances moyennes. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de médias sont représentés, pas seulement dans la perspective du pétrole et du gaz, mais pour continuer leur domination sur le Sénégal. Dans le même temps, nous avons des médias sénégalais qui tirent le diable par la queue et au contraire même, on leur crée encore plus de problèmes. Pourquoi? Parce que nos gouvernants n'acceptent pas que l'information, le secteur de la presse est aussi névralgique, aussi stratégique que l'éducation, que l'agriculture, que l'élevage, que la santé. Ça n'entre pas dans la tête de nos gouvernants. C'est pourquoi moi je dis, Macky Sall et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ils n'ont pas une compréhension du caractère stratégique de l'information, de la communication. C'est ça qui fait que nous n'avons pas de fiscalité spécifique par rapport au secteur de la presse. Nous sommes tous régis par l'OHADA, c'est-à-dire qui régit les sociétés commerciales. Aujourd'hui, qu'on vende quelqu'un qui vend de l'information et quelqu'un qui vend des bâtiments ou des voitures, ou tout autre produit industriel ou commercial simplement, nous sommes logés à la même enseigne. Ça, c'est, comme je dis, l'absence de compréhension. De la même manière que on a une fiscalité spécifique dans le secteur du logement social. Même du tourisme. Même du tourisme. Même le tourisme a une fiscalité spécifique. A fortiori, donc l'élevage, la pêche, l'agriculture. C'est-à-dire tous les secteurs où le Sénégal est encore dépendant de l'extérieur, où on a une capacité à développer. Aujourd'hui, le secteur de la presse qui assure la stabilité politique et sociale, qui assure
la prise de conscience citoyenne, qui assure l'intériorisation de nos intérêts nationaux et africains, hein, qui assure la vulgarisation des politiques publiques. Hein. Sans la presse, il n'y a pas de conseil des ministres. Sans la presse, il n'y a pas de discours du président de la République. Sans la presse, les autorités, leur voix ne porte pas. Okay? Donc, cette presse-là, elle est un secteur stratégique. C'est encore une fois, je veux insister, nos gouvernants ne comprennent rien à cela. D'ailleurs, le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, hein, ne fait nullement mention de la presse, ne fait nullement mention de la communication. Et aujourd'hui, si nos nouvelles autorités prônent le changement systémique, un changement systémique sans la presse, c'est impossible. Un changement systémique pour une population qui est analphabète à 54%, mais ce n'est pas possible. Donc la presse est un secteur névralgique, est un secteur stratégique. Donc comment faire, au lieu d'affaiblir nos médias, au lieu d'affaiblir notre presse, comment faire pour que la presse puisse être libre et indépendante, puisse être républicaine, puisse être viable économiquement? Des questions importantes que vous avez soulevées. Alors, Mamadou Ndiaye, vous avez entendu le doyen Khan parler du caractère stratégique de l'information des médias. Et parallèlement, cette absence de culture de la part de nos dirigeants qui ne comprennent pas peut-être que les médias constituent quand même un secteur extrêmement important. Oui, parfaitement. Mais pour notre pays. Oui, je voulais rebondir juste sur une expression assez imagée de Khan, disant que la presse peut constituer un instrument massif de destruction. Mais j'ajouterais, pour faire équilibre, que ça peut être aussi un instrument massif de construction. Parce que, comme il l'a dit, effectivement, il n'y a pas de régime qui puisse fonctionner sans peut-être l'apport de la presse. Et quand on fait l'archéologie justement de la presse sénégalaise depuis des temps immémoriaux jusqu'à présent, on voit qu'à chaque cycle politique a correspondu également des progrès accomplis par l'ensemble de la population sénégalaise, mais avec une onction précise justement de la presse sénégalaise. Elle a vécu des hauts et des bas. À chaque moment, il y a eu des acteurs qui ont eu à expérimenter un peu des sacrifices consentis par certains, vécus par d'autres, mais au moins quand même que tout ce cumul de progrès a permis à la presse sénégalaise d'être aujourd'hui citée en exemple dans les pays d'égal parcours démocratique. Si bien donc qu'il ne faut pas négliger l'apport de la presse. Et d'ailleurs, tenter de négliger l'apport de la presse, c'est en vérité ne pas comprendre un peu c'est quoi un système démocratique. Parce qu'un système démocratique, c'est un système où il y a d'abord de la contradiction, et puis cette contradiction-là, elle est véhiculée par les médias. C'est elle qui déniche justement des gens qui sont porteurs d'une haute vision pour permettre à l'opinion de se faire une idée plus précise justement des intentions des uns et des ambitions des autres. Et dans ce débat contradictoire, jaillit peut-être au moins une lumière qui permet maintenant, dans le cas précis de notre pays, aux Sénégalais donc de se déterminer. De créer un espace public. De créer un espace public justement d'expression de ces opinions-là. Ça donc la presse y a contribué fortement. Donc sa question n'est pas une question peut-être naïve. Que serait un pays, que serait un régime sans les médias? Donc revenons à encore beaucoup plus de sérénité pour dire en vérité que les médias, de façon générale, sont indispensables à un système démocratique. À moins maintenant de renoncer simplement à la démocratie, pour peut-être maintenant nourrir d'autres velléités que de dire je peux me passer des médias, ou bien peut-être les médias ne sont d'aucune importance pour moi. Le dire d'abord, c'est sous-estimer peut-être le système des médias, et en même temps aussi peut-être c'est claironner qu'on peut aller vers un système peut-être qui annihile les acquis démocratiques par le biais de la presse, mais en même temps aussi c'est de supprimer le débat public, parce que ce sont les médias qui entretiennent le débat public, comme Alimou vous êtes en train de le faire aujourd'hui par le biais donc de votre radio, et qui permettrait sans doute aux Sénégalais de bien appréhender un peu ce qui se passe en ce moment. Autrement dit, les médias dans leur pluralité relatent ce qui se passe dans le pays, dans leur pluralité évoquent, n'est-ce pas, les anomalies donc de notre pays, dans leur j'ai du mal à prononcer le mot, dans leur pluralité, exprime donc des avis qui permettent sans doute à tout le monde, n'est-ce pas, de s'imprégner des enjeux, de se dire comment pourrais-je prendre une décision. Si je vous dis peut-être dans les années 80 à Limoux,
les Sénégalais, quand ils votaient en 1983, il y avait un débat sur peut-être, est-ce qu'il fallait avoir, disons, de l'encre indélébile. Mais après, nous qui étions peut-être des jeunes journalistes, nous avons dit, mais au finish, cette encre n'était pas indélébile, elle était débile. Parce que vous trempez votre doigt dans l'encrier, vous en ressortez immédiatement, et puis avec votre majeur, vous pouvez peut-être effacer donc, cette encre-là. Si bien donc, peut-être, s'il y avait un contrôle en aval, on ne pouvait pas peut-être déterminer si le monsieur a voté ou non. Mais ça, c'est la presse qui l'a révélé. Un autre journaliste, peut-être qui était basé à Paris dans la presse panafricaine, est venu ici et a démontré par un jeu très subtil et très malin de sa part qu'il pouvait voter, lui-même étant étranger, parce qu'on ne faisait pas justement de la présentation de la carte d'identité comme un élément indispensable pour pouvoir peut-être voter. Lui, il a voté, et du coup, les gouvernants d'alors, y compris donc le ministre de l'Intérieur d'alors, je crois savoir que c'est Seydi Madanissi, ou ministre de la Justice, je n'en sais plus rien, mais au moins ils sont montés sur le grand chevaux pour peut-être s'offusquer de la façon dont cet intrus est entré justement dans un bureau de vote pour voter. Mais en vérité, c'est un journaliste qui a révélé aussi les failles de notre système démocratique. Donc tout ça, ça s'est amélioré, et ça s'est amélioré pour qu'aujourd'hui des générations entières puissent aller au vote, alors que d'autres générations se sont sacrifiées justement pour qu'on en arrive justement à cette éclaircie politique et démocratique. Alors, donc à mon avis, il faut laisser la presse vivante, il faut laisser la presse éclairante, il faut laisser aussi la presse très dynamique, et c'est ce dynamisme-là qui permet peut-être au pays d'entretenir justement ses systèmes politiques, son système démocratique, et en même temps aussi peut-être le renouvellement des débats, mais en même temps aussi le maintien de ces débats, parce qu'ils sont une sève nourricière de la démocratie. Alors Mamadou Ndiaye vient de pointer le rôle des médias dans les acquis démocratiques. Il a fait un peu d'historique. Mamadou Ibrahim, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup qu'on se rende compte que cette presse-là n'était plus ce qu'elle était, on n'en avait plus besoin peut-être? Oui, ça me permet d'introduire un second point important qu'il faut changer au Sénégal. J'ai parlé tout à l'heure de la fiscalité par rapport au caractère stratégique de la presse, mais l'environnement économique est désastreux. C'est la dégradation justement de cet environnement économique qui a conduit au fait qu'il y a les plus grands journalistes qui sont sortis de la presse. Il y a des aventuriers qui sont rentrés dans la presse. Souvent, je dis, tous les cartouchards de l'université de Dakar se retrouvaient dans les rédactions. OK? Et ils y assuraient leur gagne-pain. Aujourd'hui... Au début des années 2000. Non, même un peu avant. Un tout petit peu avant. OK? Parce que jusqu'à dans les années 80, vraiment... ça allait encore. La fin des années 90, c'est l'émergence du Sud et de Walf. Okay? Et maintenant, au début des années 2000, il y a eu une explosion médiatique, ce qui prouve la santé de la démocratie sénégalaise. Non seulement les journaux, les plus grands journaux qui existent aujourd'hui, ont été créés en ces débuts-là, et surtout, ce que le Sénégal a réussi et qui n'a réussi dans aucun autre pays francophone en Afrique subsaharienne, c'est une presse à 100 francs. OK? Qui est financée. Presse populaire, oui. Oui, une presse populaire, OK? Donc, il y a eu une dégradation, OK? Et maintenant, il n'y avait plus de bons journalistes. C'était des journalistes alimentaires, et surtout, il y a de plus en plus maintenant la présence des lobbies. Des lobbies qui investissent, le lobby politique qu'on connaît le plus, OK? Des hommes politiques ou des partis politiques qui créent des journaux, des médias de manière générale, des sites internet, des réseaux sociaux, etc., etc. Il y a le lobby économique. OK? Il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui appartiennent à des hommes d'affaires. OK? Il y a le lobby religieux. On n'en parle pas aussi, on a la pudeur d'en parler ici au Sénégal. OK? Ces lobbies-là aujourd'hui sont la majorité des médias au Sénégal. Donc, ce n'est plus la presse républicaine comme on l'a connue en 2000 et en 2012 pour l'alternance politique, mais ce sont des lobbies qui défendent des intérêts privés, ou bien même les journalistes qui font de leur profession un fonds de commerce pour aller arnaquer à droite et à gauche. Et tout ça, c'est lié à quoi? Il n'y a pas
d'abord, il n'y a pas de fiscalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, nous sommes dans un monde où c'est la jungle, où ce qui fait vivre les médias ne fait pas l'objet de réglementation. Il n'existe pas, il y a un vide juridique en matière de publicité. Et nous vivons de publicité. La loi sur la publicité qui existe jusqu'à ce jour-là, elle date de 1983. Je ne dis même pas qu'elle soit dépassée. Cette loi n'a jamais connu de décret d'application. Okay? Donc, c'est-à-dire c'est le vide juridique le plus total dans le secteur de la presse. Qui en profitent? Ceux qui sont dans la proximité des gouvernants, du régime en place. Okay? Tous les marchés publicitaires de l'État sont captés par ces agences de communication créées pour la circonstance. Deuxièmement, il y a les multinationales dans le secteur de la publicité. Non seulement qui enlèvent le pain de la bouche des médias sénégalais, mais qui également commercialisent au Sénégal la publicité d'entreprises étrangères. Donc, ce vide juridique-là, cette jungle-là, la loi du plus fort, fait que les médias sénégalais n'ont pas de publicité. Et donc ça, c'est un problème. Donc, ce code de la publicité-là, dont le projet existe maintenant depuis 2-3 ans, etc., il faut qu'on l'adopte. Un autre aspect par rapport à l'absence de ressources pour les entreprises de presse au Sénégal. Il n'y a pas longtemps, il y avait la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Qui a commercialisé sur smartphone les retransmissions de la Coupe du Monde? Une société étrangère, une multinationale. Okay? Donc, alors que TFM, comme je me trouve ici dans le groupe GFM, TFM aurait pu commercialiser ça. Mamadou Ndiaye, avec E-Media, e-Télé, aurait pu commercialiser ça. Ou bien d'autres sociétés. À la limite, même si on avait dit que c'est la RTS qui commercialise ça. Là, d'accord, parce que c'est une société nationale. Sur ce point précis, quand me permettez de faire une incursion sur l'aspect commercial peut-être des rapports du pouvoir aux médias. En 2022, effectivement, nous, à E-Media, nous étions positionnés pour peut-être gagner la retransmission justement des marchés. Donc, vous avez eu des difficultés avec la RTS, si je ne me trompe. Nous avions eu des difficultés avec la RTS. Mais le régime d'alors avait fait et cause justement pour la RTS à notre détriment. Nous avons porté l'affaire devant peut-être les tribunaux et nous avons pris également l'opinion à témoin pour comprendre qu'en vérité, voilà un segment privé qui, parce que peut-être il s'est acharné à vouloir gagner des droits, était sur le point de les gagner, et ensuite voilà qu'on rafle la mise justement, on offre ça à la RTS. Aspects. Non seulement la RTS, après, elle rétrocède aussi une partie de ses droits à Orange. C'est Orange qui commercialisait sur smartphone la retransmission de la Coupe du Monde. Et en réalité, nous, on nous dit, vous devez payer l'impôt comme n'importe quelle société commerciale. 2, la publicité qui est votre gagne-pain, on vous enlève tout cela. Donc, aujourd'hui, c'est une question de souveraineté, les médias. Je veux que nos médias soient forts pour qu'on puisse avoir l'ambition de souveraineté qu'on veut. Aujourd'hui, les médias étrangers, c'est ceux qui nous expliquent même ce qui se passe dans un pays voisin comme la Guinée-Conakry, ou bien la Gambie, ou bien la Mauritanie. Alors que nous-mêmes, d'un point de vue géostratégique, on doit avoir une vision de ce qui se passe dans notre voisinage, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine. Donc, mais ça, il nous faut des moyens.
Alors, Mamad Ibrakan, vous pointez du doigt l'État du Sénégal, mais il y a aussi peut-être de votre part une absence d'organisation. En tout cas, on vous le reproche, hein, vous ne vous organisez pas suffisamment pour pouvoir... Tu as fait partie en parenthèse. Je suis pas patron de presse, hein, je pose juste la question. Vous ne vous organisez pas suffisamment pour pouvoir peser sur la balance. Et ça va dans tous les sens, vous ne vous entendez pas, il y a énormément de radios, de télévisions, de sites, etc., de quotidiens, une 50aine pour un petit pays comme le Sénégal. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, écoutez, nous sommes tous des Sénégalais. Okay? Il faut comprendre que patron de presse, journaliste, etc., il n'y a pas de différenciation à faire. Vous savez, nous ne sommes que des citoyens. Nous ne sommes que des contribuables. Nous n'avons pas la légitimité, ni politique, ni juridique, de changer les lois. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est tenter de montrer à nos gouvernants, et ça c'est important, tout à l'heure je le disais, qu'ils ne comprennent même pas, eux, ils considèrent la presse du point de vue de leur posture d'homme politique. Est-ce que vous avez fait le lobbying nécessaire pour changer on a fait le lobbying perception nécessaire, même si c'était quand le président Macky Sall était... il y a eu en tout cas beaucoup de journalistes à ses côtés. D'abord, Alimou, quelqu'un qui a faim ne peut pas réfléchir. Et la presse aujourd'hui a faim. Et pourtant, il faut réfléchir pour... Oui, on est obligé. Oui, il y a certains qui le font. Hein, nous avons beaucoup, dans la diaspora, ici au Sénégal, nous avons beaucoup d'acteurs des médias qui lancent des messages. Okay? Mais eux-mêmes, ils sont confrontés à des difficultés. Tabombou Ndiaye, son groupe de presse, hein, subit la pression du fisc. Mais aujourd'hui, lui, Alassane Samba Diop, hein, et tous les autres là, mais ils n'ont même plus le temps de réfléchir. Ça intervient à la fin du mois où on bloque les comptes bancaires. Hein? Ça intervient à quelques jours de la Tabaski. Un intellectuel, pour qu'il puisse réfléchir, hein, il faut qu'il ait la stabilité psychologique. Alimou. Aujourd'hui, moi, j'ai des aspects peut-être qui sont également extrêmement intéressants par rapport à ce qui se dit. Vous savez, la presse est une force qui s'ignore. Or, quand une force ignore sa propre force, c'est qu'elle se banalise. Mais il n'y a pas un régime qui n'ait pas eu à recourir à la presse. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, il est attesté que la presse sénégalaise, en tout cas, elle a contribué fortement à l'ancrage démocratique dans ce pays-là. Ça, donc, je pense que tout le pays est redevable. Elle a cette légitimité, elle a cette légitimité parce que le pays lui est redevable de cela. Ça, c'est un aspect. Le second aspect maintenant, c'est de regarder un peu sur quel levier les pouvoirs peuvent s'appuyer, non pas pour aider la presse, mais pour donner à la presse ce qui lui revient de droit. Vous avez un portable, n'est-ce pas? J'en ai un, Mamoudou en a un, notre technicien en a un. Ça, c'est des outils qui sont importés et donc achetés à un prix coûtant. Or, ce sont ces outils-là aujourd'hui qui véhiculent les messages qui viennent justement des médias. Mais pourquoi, par le biais justement d'une redevance ou d'une taxe justement sur ces appareils qui entrent chez nous, on ne prélèverait pas une dîme qu'on permettrait peut-être de mettre dans une corbeille qui alimenterait donc l'activité de la presse? C'est possible. Iboufal en a fait une Oui, je pense que c'est une réflexion qui est engagée. Ça, c'est un aspect. Les ordinateurs, vous avez également un ordinateur. C'est possible. Toutes les voitures sont équipées de radio. Toutes les voitures qui entrent dans Dakar, qui entrent au Sénégal sont équipées de radio. Pourquoi ne pas imposer également une certaine taxe qui permettrait peut-être à ces véhicules-là de le faire, et d'ailleurs, elle ne le sentirait même pas. Quiconque achèterait un véhicule ne sentirait pas peut-être que dans l'achat du véhicule, il y a une part qui revient à la presse. Mais au moins, peut-être dans ceux qui participent peut-être à fiscaliser donc les voitures, ça permettrait peut-être de dire, mais voilà la part qui revient aux médias. Plus important, c'est au niveau de l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications. Il y a un fonds qui est institué, et par ce fonds, la RTP peut mobiliser jusqu'à 40, jusqu'à 50 milliards de francs CFA, permettant peut-être au moins d'injecter ces moyens-là dans des applications, dans des initiatives
qui permettrait sans doute à beaucoup plus de Sénégalais d'acquérir, donc d'avoir accès aux télécommunications, de se permettre de communiquer, parce que quand même il y a des Sénégalais qui sont exclus du système d'échange par le biais des télécommunications. Donc ce fonds aiderait ces Sénégalais-là à acquérir, comme toi et moi, avons acquis peut-être au moins des outils de télécommunication. Mais à l'intérieur de ce fonds-là, on aurait pu peut-être dire, on institue également peut-être un prélèvement qui permettrait à la presse de se sentir un peu soutenue grâce à cette redevance qui est versée justement au niveau du fonds. Mais cela, même si c'est pensé et c'est imaginé, ça n'est pas appliqué. Alors donc, sur ce point-là, c'est des propositions que vous venez donc de mettre sur la table. Est-ce que vous avez le rapport de force nécessaire pour pouvoir pousser ces autorités apparemment braquées pour qu'on puisse avoir ce que vous venez de dire, pour qu'on puisse appliquer ça? Si tu parles de rapport de force, tu induis implicitement peut-être des querelles de Byzance. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement peut-être que d'avoir des arguments plus convaincants, plus pertinents pour emporter la conviction de l'interlocuteur en face, et notamment les inspecteurs des impôts. C'est de leur dire peut-être qu'aujourd'hui, vous imposez des sociétés qui sont moribondes. Vous imposez des sociétés peut-être qui ne sont pas dans une ambiance de pouvoir peut-être au moins prospérer au point d'avoir de la croissance qui leur permet sans doute de faire face à leurs engagements fiscaux. Donc tout ceci, quand ça a discuté avec peut-être des gens attitrés, ça permettrait peut-être de voir les opportunités. Et quand je dis ces opportunités-là, je pense également à la baisse des impôts dans les médias. Parce que quand même, nous accomplissons, quand même nous sommes dans le privé, nous accomplissons aussi des activités publiques. Parce que informer, c'est une activité publique. Et je vous rappelle une anecdote qui a été intéressante en 2022, je crois, au moment du déclenchement de la maladie Covid. Je crois précisément c'est en 2019. En 2019. Le président de la République, il s'est adressé à l'opinion, à la nation pour dire, voilà un danger, restez chez vous. Parce que les médecins lui ont dit, là, on constate qu'il y a un phénomène, la pandémie. Maintenant, ce qui peut en découler, c'est que chacun reste chez soi. Et le président, il a décliné maintenant, en l'occurrence Macky Sall, il a décliné donc l'ensemble de l'affectation des 1000 milliards de dollars, des 1000 milliards de francs CFA qui sont alloués peut-être au fond Covid. Mais dans la soirée, nous tous nous étions donc au bureau, Alassane Samba Diop, Mamoudou Ibra Kane, Boubacar Diallo et moi. Nous étions là en train de suivre le président. Et tout de suite, quand le président a terminé son discours, nous avons dit, mais il manque un élément extrêmement important et on ne peut pas savoir comment cela a échappé à la vigilance du président de la République. On a dit, mais le président n'a même pas pensé à la presse. Révisez le discours du président. Il n'y a même pas un traître mot pour dire, voilà aussi la part qui devait revenir à la presse. Nous nous sommes fendus d'une lettre pour dire au président de la République, mais monsieur le président, même pour dire aux Sénégalais, restez chez vous, c'est la presse qui est peut-être le moyen par lequel les Sénégalais l'apprennent. Et ensuite, les comportements, les conduites, les mesures de précaution. Mesures barrières. Les mesures barrières, merci. Je reviens un peu dans le contexte maintenant d'alors. Mais donc, toutes ces mesures-là, pour que les Sénégalais s'imprègnent de cela, mais il faut peut-être un moyen de communication, un levier, et aussi peut-être une corporation. Et ça, c'est les médias qui ont assuré ça. Quand le président de la République a pris connaissance de notre objection, mais il s'est réaligné en disant ils ont raison. Et quand même nous avons raison, mais le président n'a pas pris peut-être la décision qui s'imposait pour qu'au moins les médias obtiennent disons une allocation conséquente pour faire face effectivement à la pandémie, parce que également les journalistes, on ne leur a pas dit, bon, restez chez vous. On n'a pas dit aux techniciens de rester chez eux. On n'a pas dit, peut-être, à tous les animateurs de rester chez eux. Non. Au contraire, peut-être, tout ce monde-là a pris son courage à deux mains et a contribué efficacement, donc, pour contenir la pandémie, mais en même temps aussi pour la faire reculer. Eh bien, quand il s'était agi maintenant de remercier les uns et les autres, même là également, on a oublié la presse. Alors, donc, Mamadou Ibra Kane, on a parlé de publicité, peut-être de mesures qu'il faudrait prendre, peut-être, pour essayer de permettre à la presse d'être plus viable. Est-ce que il faut pas peut-être revisiter le contexte? On sait qu'aussi il y a l'arrivée des médias sociaux, les réseaux sociaux qui sont là, il faut se réinventer. Comment y arriver? Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Tout à l'heure, j'ai commencé mon énumération par rapport aux conditions économiques. Je dis bien économiques parce qu'il y a d'autres conditions d'ordre juridique. Donc la fiscalité, 1, 2, la publicité. Troisièmement, quand nos gouvernants comprendront que la presse est un secteur névralgique, où le Sénégal est un pays non seulement sous-dominé, sous-développé, mais également dominé. Comme on le fait aujourd'hui avec l'élevage, avec le logement social. Mais
il y a des fonds de financement qui sont à taux bonifié. Le crédit au Sénégal, ça coûte 14%. Ça ne peut financer aucune économie, aucun secteur, sauf le commerce. Donc, le gouvernement du Sénégal, ayant conscience de cela, a dit l'élevage, nous importons nos moutons, même pour la tabaski. Nous importons du lait qui grève notre balance commerciale. Donc, on va installer un taux bonifié de crédit. Non pas 14%, comme le font les banques commerciales, mais 5%. Donc, si je considère que le secteur de la presse est un secteur névralgique, sans lequel le Sénégal ne peut pas se développer, okay, j'instaure un taux bonifié pour le secteur de la presse. De la même manière, au Sénégal, quand on emprunte à une banque, si on n'a pas d'hypothèque à mettre en face, le banquier va vous dire « Ah, mais votre projet est extraordinaire, monsieur. Mais je ne peux pas le financer. » Mais je ne peux pas le financer, parce qu'il n'y a pas de garantie. Donc, on crée ce qu'on appelle un fonds de garantie. Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux et autres. Aujourd'hui, la presse sénégalaise, malheureusement, vit encore, pour sa grande majorité, au XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Les médias ne sont plus les mêmes. Les supports ne sont plus les mêmes. Il faut se réinventer, oui. Oui, mais justement, comment se réinventer? On s'est même réinventé, que je sache. Si. Il y en a qui ont commencé en tout cas. Oui, on a commencé le processus. Mais la majorité des États, des médias, sont encore au XXe siècle. Parce que ça demande des investissements, ça demande la formation du personnel, ça demande de nouvelles compétences à faire venir dans le secteur de la presse. Donc, il faut un fonds pour la digitalisation. Et l'avantage de la digitalisation, c'est que nous pouvons couvrir l'ensemble de notre territoire national. Ça, c'est un. Nous pouvons aller à la conquête de la sous-région, parce que le Sénégal est très avancé en matière de médias. Le Sénégal a la réputation d'avoir des compétences dans tous les secteurs. Et l'avantage que nous avons en plus, c'est que les langues qui sont parlées dans la sous-région sont parlées au Sénégal. OK? Ensuite, aujourd'hui, le marché, il n'est pas national. Nos médias sont cantonnés dans leur territoire national. De confort, oui. Et non, mais zone de confort. Non, ils veulent aller à la conquête du monde. OK? Donc, c'est la digitalisation qui nous permettra d'aller à la conquête du monde. Okay? Moi, je pense que... Et concurrencer les médias étrangers qui sont là. Qui nous mangent le pain de la bouche. La digitalisation, oui. Je viens d'être tout de suite à la digitalisation, mais il y a un aspect qui a été souligné, par exemple, sur le taux bonifié. Moi, je pense qu'on peut, si on réfléchit un peu sur la longue durée, on peut même renoncer au taux bonifié. C'est quoi? Non, 14% et 5%. Non, je veux dire qu'on peut renoncer au taux de bonifié. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a une aide de l'État. Or, les nouvelles autorités ne sont pas dans des dispositions comme celles, peut-être, qui les avaient précédées. Si bien donc, peut-être, de ce point de vue-là, il faut regarder un peu. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, d'accord, mais laissez-moi exprimer mon... Attends, tu as pris mon argument. Non, j'ai parlé de... Non, mais je vais t'expliquer. Vous lui donnez quelques secondes, il termine, oui. Voilà, quelques secondes. En fait, aujourd'hui, toi-même, tu as dit que lors du Covid-19, les médias ont vulgarisé la lutte contre la pandémie. Ouais. Ça, c'est en termes de milliards qu'il faut, parce qu'on a épargné des vies. OK? Ça a été le cas quand c'était Ebola. Quand, en 2000 et en 2012, le seul fait que les journalistes lisaient les PV des bureaux de vote, mais ça a renforcé, ça a permis l'alternance politique. OK? Ça aussi, ça s'apprécie en termes de centaines de milliards ou bien même de milliers de milliards. OK? Donc, la presse, c'est un secteur névralgique. J'ai dit dans le cadre de l'élevage, de l'agriculture. Mais même le logement social, il y a combien de centaines de milliers de déficits en matière de logement social? Donc, l'État dit, moi, pour améliorer mes conditions socio-économiques, etc., ce secteur-là est un secteur névralgique, donc je le finance. Et ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne, mais c'est de l'argent qu'on nous prête. OK? Pour peu qu'on remplisse les conditions. Parce que sans ça, si
nous ne réglons pas aujourd'hui la question de l'ignorance avec 54% d'analphabètes, on va dépenser beaucoup plus. Aujourd'hui, les classes traditionnelles, hein, la majorité, c'est sous forme d'abri provisoire. Hein. Pour les médias, on n'a même pas besoin d'abri provisoire. Donc, en réalité, c'est parce que c'est un secteur névralgique qui apporte beaucoup plus qu'il ne coûterait à l'État du Sénégal. Alors, donc, très rapidement, oui, Mamadou. Non, on dit la même chose, mais je n'ai pas la même lecture que vous. Moi, je dis simplement que nous pouvions même ne pas évoquer le taux bonifié. Parce que le taux bonifié, c'est justement une aide de l'État. Maintenant, peut-être à un taux inférieur au taux du marché. C'est aussi simple que cela. Par le biais des banques, peut-être par une injonction du ministère de l'économie et des finances en disant, voilà, sur une instruction du chef de l'État, faites ceci, développez des lignes de crédit, appuyez donc les médias et c'est nous qui garantissons un peu le prêt. Je résume un peu de façon schématique. Mais j'ai dit, puisque nous sommes une force qui s'ignore, nous sommes peut-être également une puissance, mais en même temps aussi peut-être nous sommes sur un marché qui est presque florissant. Mais tout ça, nous le méconnaissons, parce que nous n'avons pas suffisamment mené des études pour comprendre un peu dans quelle logique de marché nous sommes, nous, médias. Or, si nous développons cela, lui-même, il vient de le dire. Il dit peut-être que voilà, nous avons, par le biais simplement de la sensibilisation, de la vulgarisation et de la mobilisation par le biais de la communication, permis à des gens d'être sauvés. Permis à des vies également d'être sauvés. Permis peut-être qu'il y ait moins de morts dans ce pays-là. Et il évalue à des milliards, mais il ne donne pas peut-être un chiffre précis. Donc, ces milliards-là, quand on les évalue, on dit, bon, voilà le rôle puissant de la presse. Voilà peut-être aussi l'attitude de la presse. Donc, les acteurs politiques ne devraient pas minorer ni ignorer ce que, disons, la présence de la presse dans ce milieu-là. Ça, c'est un aspect. Et ensuite, maintenant, il pourrait y avoir maintenant des experts qui pourraient quantifier un peu l'apport de la presse à la sauvegarde, disons, des vies dans notre pays pour dire, en vérité, la presse vaut tant. Mais maintenant, au prorata de la contribution de chaque média, on dirait, vous, Alimou, votre média, il vaut tant parce que sa puissance de pénétration dans l'opinion, ça équivaut à tant. Moi, Mamadou, à immédiat, votre puissance peut-être est en second ou en premier, ça dépendra. Mais au moins, on l'évalue. Et sur la base-là, comme si peut-être c'est des moyens de compensation, on développe peut-être voilà, des lignes de crédit adaptées peut-être maintenant à la puissance de pénétration de chaque média. Et ça répartit de façon très claire entre les différents acteurs dans le secteur des médias. Et le défi de la réinvention par soi-même. Et la réinvention passe par là. Maintenant, j'arrive peut-être à la question économique liée peut-être à la publicité. Savez-vous qu'il y a une chaîne hôtelière qui est implantée au Sénégal, mais qui se développe dans la sous-région, et qui aujourd'hui est en train de financer une publicité par le biais justement de RFI pour s'implanter en Afrique, ou en tout cas pour dire à la clientèle africaine de venir sur sa chaîne. En une minute, on va boucler, oui. Vous imaginez que peut-être ce montant qui est alloué effectivement à RFI, je n'en connais pas le montant, mais on me donne un chiffre peut-être qui est presque pharaonique. Donc ce montant-là, on aurait pu peut-être l'allouer aux médias africains, maliens, sénégalais, ivoiriens, parce que dans tous ces pays, effectivement, cette chaîne s'est implantée et les médias locaux n'ont bénéficié absolument rien de cela. Pourquoi? Simplement parce que l'acteur principal, qui est un Africain bon teint comme vous et moi, a préféré peut-être donner justement cette allocation-là à une presse étrangère. C'est ça qui doit être rompu. C'est ça qui doit peut-être au moins aujourd'hui s'organiser pour qu'il y ait une inversion peut-être des perspectives et des perceptions des médias africains. Nous avons contribué. Et maintenant, les médias européens comprennent que parce que nous avons contribué, nous sommes devenus solides. Eux-mêmes, maintenant, disent, tiens, le marché est mûr, allons-y. Alors, donc, juste peut-être une dernière question. Où est-ce que vous en êtes avec cette demande d'audience avec le président de la République? Oui, nous avons introduit 2 demandes d'audience auprès du président de la République. La première fois, c'était lors de la cérémonie de remise des doléances des travailleurs, le 1er mai. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai, ou voilà, le 8. Oui. Ensuite, 8. Le 6 mai, on a réintroduit, compte tenu de la situation, la pression fiscale, on a réintroduit une autre demande, mais malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse, et ça, c'est quand même inquiétant. Et vous prenez aussi des engagements que vous ferez peut-être mieux en termes de salaire, que vous fassiez des efforts aussi de ce côté-là, parce que beaucoup se plaignant, certains de vos collaborateurs disent que vous ne payez pas. Oui, bon, mais ça, ce n'est pas l'objet ici de cette réunion-là. Mais si l'entreprise va mal, le personnel va nécessairement. Vous payez mal. Okay? Nous ne sommes pas des magiciens. Non, mais justement, c'est parce qu'au Sénégal, il n'existe pas d'état de droit.
il y a une convention collective, ok, qui a été signée par le patronat et par les syndicats. Il y a le code du travail. Donc, si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel, je dis bien, qui n'ont même pas d'état financier, qui n'en déposent pas, qui ne savent même pas ce que c'est. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un état de droit au Sénégal. Il y a un gros défi, donc, aujourd'hui, de ce point de vue, oui. moi, je veux lancer un appel à nos gouvernants, à nos hommes politiques, aux citoyens sénégalais. La presse aujourd'hui au Sénégal est au bord du précipice. Et comme nous l'avons dit, la presse a un rôle stratégique, un rôle névralgique dans n'importe quel État, dans n'importe quelle démocratie. Si nous n'y prenons garde, la presse qui a été totalement dévoyée, notamment dans les pays voisins, dont certains sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus riches que le Sénégal, mais qui n'ont pas de démocratie, qui n'ont pas de stabilité politique et sociale, nous allons faire encore pire. Donc, il faut préserver la presse. Il faut, comme l'avait dit tout à l'heure Mamoudou Ndiaye, qu'on conserve la pluralité. Parce qu'une démocratie, c'est ça. C'est nous qui avons fait Abdoulaye Wade. C'est nous qui avons fait Macky Sall. Et en partie... nous avons participé, oui. Également à l'émergence de PASTEF et de Ousmane Sonko. Okay? Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des partis pris. Okay? Oui, parmi nous, il y a des journalistes qui sont sortis de la profession, qui sont devenus des hommes politiques. Hein? Mais certains qui sont dedans, peut-être aussi qui certains font l'affaire des partis politiques aussi. Mais nous voulons, si on renforce les mécanismes d'une presse libre et indépendante, nous voulons être une presse républicaine, viable économiquement, et qu'on ne soit pas nourri par les lobbies ou politiques ou économiques ou religieux. 30 secondes, bien dit, 30 secondes. Non, la presse ne souffre pas d'une maladie héréditaire pour être perçue comme peut-être un pestiféré et être peut-être épargné. La presse a joué, comme l'a dit Mamadou, un rôle éminent dans ce pays-là. Et ça, il faut simplement pas s'adresser aux vrais acteurs justement de ces processus de transformation. Mais maintenant, les médias sénégalais sont arrivés à une nouvelle échelle où peut-être maintenant elles sont dans un processus d'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a des investissements massifs qui ont été faits dans les médias. C'est des investissements peut-être qui ont un caractère capitalistique. Si bien donc peut-être maintenant il faut les regarder comme tels et non les regarder comme simplement peut-être une presse misérable, flanquée voilà de je ne sais pas quel type de souffrance pour peut-être simplement être aidée par les pouvoirs publics ou bien par les pouvoirs financiers. Non, la presse parce qu'elle est un interlocuteur valable devrait peut-être pouvoir dire son mot sur la marche de la société, mais sur la façon dont elle s'organise elle-même pour ne plus peut-être être voilà, au basket de n'importe quel pouvoir ou bien de n'importe quel potentat dans ce pays-là. Nous pensons qu'un pays sans presse, il faut simplement que les gens se l'imaginent. Absolument. Il faut que les gens s'imaginent. Vous ne pouvez pas être remplacé par les réseaux sociaux, oui, mais la presse comme l'avait dit, les réseaux sociaux et la presse. Comme l'avait dit un certain Mandela, dire que l'éducation coûte cher. Il faut essayer l'ignorance. Il faut essayer l'ignorance. Très bien. Donc, bien. de ce point de vue-là également, pensons à la presse. Elle a un rôle pivot et elle continuera d'avoir ce rôle pivot. Et par conséquent, il faut peut-être que chacun et même mieux, apprécie moi je la dis, presse. il n'y aura pas de souveraineté sans une presse libre et indépendante, Très bien. viable économiquement. Alors donc, une fois n'est pas coutume, l'émission a été consacrée entièrement aux médias et à ses difficultés. Dans ce studio, pour en parler, Mamadou Ibra Kane, le patron du Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal, Mamadou Ndiaye en face, journaliste, directeur de publication du quotidien Bës Bi Le Jour, directeur aussi de publication du site d'information immédiat.sn. Mohamed Ali Mouba au micro, technique Abdou Kiam, retour de l'émission la semaine prochaine. Nous vous saluons.